Nadim Jmaïel, Bonjour Marc. vous avez Bonjour Elie. vous avez entendu le discours du président? Oui, je l'ai écouté. Il y a Je ne sais pas si c'était un discours de président ou un discours Tout à fait. d'un chef de parti. Je me demandais, et même je me posais une autre question aussi en l'écoutant. Est-ce que ce monsieur était en prison? Est-ce qu'il a été libéré? Parce que j'ai senti, lorsque je l'ai écouté au début, comme si, enfin, je vous retrouve, chers amis. Bon, je vous retrouve. Pourquoi? Qui t'avait interdit de les voir? Je me rappelle, il y a 6 ans de ça, ils avaient fait une grande réception au palais. Même discours. Bon, on se demande, où était-il? Est-ce qu'il était emprisonné? C'est le même Michel Aoun qui était au palais qui est sorti. C'est toujours la même rhétorique qui revient chez Michel Aoun lors d'un échec. Il essaye de transformer cet échec en victoire. Et malheureusement, ça fait depuis 89 que tous ces combats, tous ces slogans sont peut-être bien dans la forme, dans le message, mais les conséquences de ces messages, les conséquences de ces batailles ont toujours rendu l'État, le peuple, plus pauvre, plus démuni, plus détruit, plus faible. Et aujourd'hui aussi, on sent que la présidence en sort affaiblie, même si il fait porter la responsabilité à quiconque. On sent qu'il sort, et son mandat fait sortir non seulement Michel Aoun affaibli, mais la présidence de la République affaiblie, l'État affaibli, les institutions, même lui il a dit, les institutions sont affaiblies, ont presque disparu. Et cela est dû à sa façon de gérer les choses, son populisme, son manque de porter effectivement les responsabilités qui lui ont droit. Il a annoncé 2 choses dans son discours. La première chose, il a annoncé qu'il avait signé le décret de démission et en même temps qu'il a envoyé une lettre, et c'est une de ses prérogatives dans la Constitution, une lettre adressée au Parlement que le président de la Chambre, Nabih Berri, va nous faire lire d'ici mercredi. Il a 48 heures, je crois, pour le faire. Sauf que la grande question qui se pose, est-ce que nous avons toujours à lire une lettre d'un président qui ne l'est plus? Il l'est aujourd'hui, il ne le sera plus mardi. Est-ce qu'il nous est nécessaire d'écouter une lettre d'un président, je ne vais pas dire déchu, mais qui n'est plus président. Ah oui, donc vous pensez quitter l'hémicycle ou Non, ce n'est pas une question de quitter l'hémicycle. Déjà, notre mission primaire et primordiale aujourd'hui est d'élire un président de la République. Je ne sais pas, je me pose la question de savoir si la priorité aujourd'hui est de lire la lettre du président ou bien d'élire un président et puis résoudre ce grand conflit qui est mis devant nous. Je vais revenir à mon analyse que je disais tout à l'heure. Michel Aoun, en tant que personne, avant d'être président, avant d'être général, etc., Michel Aoun a de tout temps utilisé tous les moyens pour arriver à la présidence de la République. Sauf que le jour où il est arrivé à la présidence de la République, il nous dit « Je ne veux pas être le président de la République, sortez-moi de là, je veux redevenir le chef de l'armée que j'étais en 89 ». Et il revient en nous disant « Je n'ai pas de prérogative, je n'ai pas de pouvoir, ils m'ont empêché de faire ce que je voulais faire, etc. » Mais tu n'es pas parachuté. Tu n'es pas un président qu'on a parachuté dans les 48 heures avant d'élire président. Tu as fait une campagne pendant plus de 30 ans. Tu as fait des alliés, tu as fait des ennemis, tu as fait des discours politiques, tu as fait des campagnes électorales, tu étais dans le gouvernement, tu sais très bien comment fonctionne l'État libanais. Alors, voulant être à la présidence et voulant être avoir ces prérogatives-là, tu devais assumer complètement tes fonctions. Et c'est là où, à mon avis, le général Aoun, aujourd'hui, en écoutant son discours, m'a vraiment paru plus que vindicatif, plus que un président perdant. C'était un président qui essaye de se libérer de toute la défaite et de toute la faillite. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, il faut se mettre vraiment dans la direction d'élire un président,
de former un nouveau gouvernement et de repositionner le Liban dans sa juste valeur et dans sa juste direction. Le problème de Michel Aoun, c'est qu'en étant élu en 2016, en 2017, il a positionné le Liban dans la mouvance du pro-Hezbollah, Moumena'a, de tout ce qui est de l'opposition au monde libre, etc. Aujourd'hui, l'élection d'un nouveau président doit être exactement le contraire de Michel Aoun. Il doit être dans une visée d'arabité, dans une visée du monde libre, dans une visée de remettre le Liban, la présidence, les institutions de l'État dans la direction de la démocratie, de la justice, de l'ouverture vers le monde libre, ce que Michel Aoun a fermé. Il a fermé toutes les portes de tout ce monde libre. Beaucoup pariaient sur le fait que le vide présidentiel va créer un choc peut-être social et économique, et ce qui fait que beaucoup de députés vont changer d'avis ou vont vouloir se précipiter vers l'élection d'un président. D'ailleurs, comme ce qui s'est passé en 2016, lorsqu'on a essayé d'élire, après 2 ans de vide présidentiel, on se rappelle les grands discours de Saad El-Hariri et de Samir Jarjah qui à l'époque disaient « on ne peut plus continuer comme ça et il fallait bien sauver les meubles ». Eh bien, on n'a pas sauvé les meubles, on les a détruits encore plus. Et aujourd'hui, je crois qu'on est dans la même dynamique, ou bien Gebran Bassil se met dans la même dynamique parce que les premiers à dire aïe ou à crier de mal ne sont pas le Hezbollah et ses alliés, mais sont plutôt ceux qui parient sur l'économie libre, sur une économie libérale, sur le secteur privé, etc. et qui vont avoir beaucoup de mal à résister face à ce vide présidentiel. Je reviens à l'esprit essentiel, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, les décisions ne sont pas prises dans les institutions étatiques, mais sont soit imposées sur les institutions étatiques par le Hezbollah, soit elles sont prises directement par Hassan Nasrallah. Et aujourd'hui, oui, Hassan Nasrallah, et le Hezbollah, qui est un cancer de l'État, donc il vit de la faiblesse de l'État, il vit de la destruction de l'État. Le Hezbollah aujourd'hui a intérêt à faire aboutir le corps institutionnel libanais à vraiment se dilapider, à s'effriter, pour pouvoir à ce moment-là venir imposer ses lois et ses valeurs. Sauf ce qu'il ne sait pas, c'est qu'en détruisant l'État, il se détruit lui-même et il détruit tout le peuple libanais. Je crois que le plus grand succès de Michel Aoun dans son mandat, et ce dont personne ne parle, c'est d'avoir été effectivement le porte-parole de Hassan Nasrallah, le porte-parole institutionnel et étatique et national du Hezbollah, et d'avoir défendu corps et âme le projet, la vision et la direction que le Hezbollah avait imputée au Liban. Et aujourd'hui, je ne peux que dire, en écoutant le discours de Michel Aoun, que Michel Aoun aurait pu très facilement se dresser devant cette foule et dire « Nufiz al-amr ayyuha sayyid », c'est-à-dire « Nous avons, vos ordres ont été exécutés, ayyuha sayyid, je suis venu dans la mesure de votre politique et j'en sors dans la même mesure aussi destructeur que vous m'avez demandé de l'être ». D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé quelque part, qu'on le veuille ou non, avec la délimitation des frontières au sud. Sous forme, dans la forme et dans la... Je ne sais même pas si c'était dans la forme, mais visuellement, c'était Michel Aoun qui faisait les négociations, qui discutait de tout ça. Mais on le sait très bien que derrière, c'était le Hezbollah qui avait décidé de faire un pacte. Les Français étaient intervenus avec le Hezbollah pour faciliter les négociations avec les Américains. Le Hezbollah a accepté de délimiter les frontières. Hassan Nasrallah, hier, dans son discours, l'a dit très franchement, nous avons été victorieux, nous n'avons pas cédé aux Israéliens, et c'est un accord qui sert nos intérêts. Qui sert nos intérêts. Et donc, dans tout ça, c'est Michel Aoun qui a été la façade, c'est Michel Aoun qui était le paravent, et c'est Hassan Nasrallah qui en bénéficié de derrière. Qu'est-ce que Michel Aoun en a bénéficié? Rien du tout, mis à part la destruction, je le redis encore une fois, la destruction des institutions, parce que Michel Aoun n'a pas voulu rentrer
dans le cadre constitutionnel de la signature de cet accord. Il n'a pas appliqué l'article 52 qui dit qu'il est en droit et en charge des négociations des traités internationaux, mais ce que dit le paragraphe second de l'article 52, c'est que tout accord international doit passer par le Parlement et doit être approuvé par le Parlement. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Tout simplement parce qu'il ne voulait pas que le Hezbollah signe ou approuve un tel accord ou bien coincer et mettre le Hezbollah dans une situation un peu préjudiciable. D'ailleurs, je vous invite à lire l'article là-dessus que vous avez écrit pour ici Beyrouth. Exactement. On l'a vu, il n'y aura que l'histoire et le peuple libanais à déterminer si c'était un bon mandat ou pas. Aujourd'hui, je considère que nous avons une mission qui est celle de redresser ce pays. Si les aounistes veulent se manifester, qu'ils se manifestent, mais bien sûr, nous n'accepterons en aucun cas qu'il y ait du grabuge, que ce soit sur les biens publics ou bien sur les biens privés, comme ce qui s'est passé à Chiyeh ou bien à Tayoun il y a presque un an. Nous n'accepterons pas qu'un tel scénario se reproduise. Mais sinon, s'ils veulent manifester, s'ils veulent aller faire une résistance arabe, et qu'ils le fassent. Mais aujourd'hui, ce que vient de faire le président de la République est un... C'est cosmétique. C'est beaucoup de cosmétique. C'est uniquement le fait... Bon, le Premier ministre était démissionnaire. D'ailleurs, il a été... Monsieur Miati II a été nominé, désigné en tant que Premier ministre en formation de gouvernement parce que le président avait considéré qu'il avait été démissionnaire au lendemain de l'élection du nouveau Parlement. Donc, de toute façon, dans la légalité, le gouvernement actuel était un gouvernement démissionnaire qui faisait uniquement prévaloir les affaires courantes. Alors que ce que vient de faire le président Han n'est que poudre aux yeux. Sinon, pourquoi aurait-il nommé M. Miati en tant que Premier ministre désigné du Hezbollah? C'est qu'il est en train de dire nous ne voulons pas élire un président qui n'est pas un président de consensus ou un président avec lequel il y a eu des pourparlers. Mais moi, je veux juste poser une question à Hezbollah, très simple. Nous avons choisi notre candidat, nous les forces souverainistes, nous avons choisi notre candidat et c'est Michel Maoued. Très bien. Le Hezbollah, les forces du 8 mars, n'ont pas encore choisi leur candidat et en tout cas, nous ne nous l'ont pas fait savoir, de un. Et de deux, ils ne sont jamais venus nous voir en disant venez chers amis, discutons, mettons ça sur la table. La seule approche qui a eu lieu, c'est l'initiative que le président Berri a prise, ou bien qu'il envisage de prendre dans les prochains jours afin de faire cette table ronde et de discuter de la présidence de la République. Mais si le Hezbollah voulait vraiment et cherchait vraiment à trouver une solution, est-ce qu'il ne serait pas venu nous dire bon, chers amis, on est dans un blocage, venez qu'on se réunisse? Parce que nous avons notre président. Et lui, je ne sais pas s'il a le sien ou pas. Parce que jusqu'à maintenant, son candidat, c'est la feuille blanche. La seule chose positive, à mon avis, c'est qu'il ait décidé de lui-même de quitter le palais présidentiel à la fin de son mandat. Je lui porte mon chapeau. Et même si son successeur est le vide, ce n'est pas grave, on le remplira. Une chose ce qui m'a attiré l'attention lorsqu'on parlait, Jean-Blanc Basile vient de dire que nous sommes dans un vide présidentiel et gouvernemental. C'est très... c'est une mise de cette famille politique qui est le CPL, de toujours aller du négatif au négatif. Ils n'ont jamais su bâtir, ils n'ont jamais su être un courant constructeur, mais ça a toujours été un courant destructeur. Et tu quittes. Pourquoi veux-tu détruire encore plus et encore plus et encore plus? Quel est l'intérêt aujourd'hui de réduire les institutions plus qu'elles ne le sont? Est-ce que c'est parce que uniquement c'est pour rengaine, c'est par vindication, ou est-ce que c'est pour véritablement bâtir un État? C'est pas comme ça qu'on bâtit un État. C'est pas comme ça qu'on va de l'avant. C'est peut-être pour revenir. Il ne reviendra pas. Basile, Jean-Blanc Basile. J'ai compris, il ne reviendra pas. Ok.